Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce mercredi, Abidjan, la tenue à Abidjan d'un sommet des entreprises de la Chambre de commerce américaine. 3 accords commerciaux ont été annoncés d'un montant total de plus de 4 000 milliards de francs CFA. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'opposition ivoirienne multiplie les rencontres. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire a rencontré le Conseil national des droits de l'homme ce mercredi 14 mai. Les élections apaisées et sans violence étaient au cœur des discussions. En République de Guinée, les premières indemnisations des victimes du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry ont eu lieu à l'occasion d'une cérémonie organisée hier mardi. Le 26 mars dernier, les autorités avaient décrété que les sommes seraient prélevées directement sur le budget de l'État. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. 4 000 milliards de francs CFA, c'est le montant colossal total des 3 accords d'indemnisation, des 3 accords commerciaux que la Chambre de commerce américaine a décidé de signer avec la Côte d'Ivoire. Un sommet des entreprises américaines s'est d'ailleurs ouvert à Abidjan. C'était sous le regard de Salifi Alekwe et Joseph Zekré. Renforcer les partenariats commerciaux des États-Unis avec l'Afrique, tel est le thème du sommet qui a réuni des dirigeants d'entreprises, des organisations internationales dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Une rencontre ivoiro-américaine qui dénote des relations entre les 2 pays. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment historique. Nous sommes des témoins à l'histoire. C'est la première fois qu'il y a un sommet des chambres de commerce américains, parce que ce n'est pas seulement ici en Côte d'Ivoire, c'est dans toute la région. Et j'ai choisi la Côte d'Ivoire parce que nous avons des opportunités d'avancer cette stratégie rapidement. Un gouvernement qui veut avoir un commerce, un marché ouvert et encourager les investissements, ça c'est absolument important. Plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment dans le domaine pétrolier des technologies. Les émissaires du gouvernement ivoirien s'en félicitent. C'est à peu près 4 000 milliards de francs CFA. Si on prend la raffinerie elle seule, c'est plus de 3 000 milliards de francs CFA. Et si vous prenez la coopération, le MOU Anvalco Petrosi, c'est près de 1000 milliards. Et si vous ensuite avec Sanafrica, c'est un projet global de 700 milliards. Donc voilà un peu ces MOU, s'ils conduisent à des accords, voilà les investissements qui sont attendus. Les investissements, le financement des infrastructures impactent, boostent le commerce. L'investissement et le commerce, c'est comme 2 faces de la même monnaie. Donc je pense que c'est ce qui est aujourd'hui mis en avant et nous travaillons à cela. Vous avez noté que le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis en seulement 1 an, c'est-à-dire de 2023 à 2024, a augmenté de plus de 15%. Ces initiatives soulignent l'orientation stratégique des États-Unis vers la promotion des relations commerciales à long terme et mutuellement bénéfiques à travers l'Afrique, à en croire les diplomates américains. Et pendant que les États-Unis renforcent leur partenariat dans l'économie formelle, le Canada, lui, s'intéresse à la mobilisation de financements durables et inclusifs. L'ambassade du Canada a organisé ce 14 mai un panel d'affaires autour de secteurs favorisant la croissance économique. Cette rencontre intervient en marge de l'Africa CEO Forum. Au cours de ces échanges, les potentialités du Canada et celles des États africains ont été énumérées. Le reportage de Nadia Eja et Chèque Bleu. Renforcer la coopération économique entre le Canada et les pays africains en général, et en particulier la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de ce panel d'affaires organisé par l'ambassade du Canada. Elle vise à stimuler les investissements dans les secteurs innovants. La logique canadienne, c'est de réduire les frictions à l'accès pour tous les secteurs, pour que le potentiel, comme on voit avec le Africa CEO Forum, beaucoup de différents partenaires privés qui voient le potentiel
de partenariat avec surtout des Ivoiriens, mais des compagnies et des individus africaines, pour ne pas réduire le potentiel à 1 ou 2 filières, mais de réduire les barrières pour que tout le potentiel de l'Afrique et tout le potentiel d'accompagnement du Canada puissent se rencontrer. Le thème du panel, mobilisation des financements pour des partenariats durables et inclusifs dans le secteur, favorisant la croissance économique, a permis de riches échanges sur les opportunités d'investissement, les partenariats publics-privés et le rôle du secteur privé dans la transition verte et numérique du continent. On a déjà beaucoup de liens entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Alors, on est très fiers de ça. On a travaillé 50, 60 ans entre les deux pays. Et puis, bien sûr, on a la Banque africaine de développement que le Canada appuie. C'est très, très important pour nous. On a un domaine de minier, bien sûr. On a le ICT, on a l'agriculture. J'étais très excitée dans les 2 derniers jours de voir toutes les opportunités qu'on a dans ce pays avec les connaissances du Canada. Et nos entreprises vont venir maintenant pour avoir du partenariat parce qu'on veut travailler avec les Ivoiriens pour vraiment accroître nos chiffres des 2 côtés. L'organisation de ce panel intervient en marge de la 2e édition de l'Africa CEO Forum qui a réuni en terre ivoirienne durant 2 jours plus de 2800 dirigeants publics et privés issus de plus de 75 pays. Puisque nous parlons d'économie depuis ce matin, un colloque international sur les trajectoires sociales à l'ère de la digitalisation des économies informelles en Afrique urbaine s'est ouvert à Abidjan. Il va durer 3 jours et sera l'occasion d'établir un état des lieux de connaissances sur la digitalisation des économies informelles. Le colloque est organisé par le laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Moussa Nikiema, Mina Touré, Eric Kimo. Durant 3 jours, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sera le cadre de rencontres d'experts réunis dans le cadre du colloque international sur les trajectoires sociales à l'ère de la digitalisation des économies informelles en Afrique urbaine. Une rencontre organisée par le laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture de l'université. Ce colloque répond à la nécessité pour nous chercheurs de pouvoir créer un espace de rencontre pour réfléchir aujourd'hui aux enjeux de la digitalisation dans nos pays, notamment sur l'économie informelle. Que ce soit de nouvelles formes d'économie informelle, que ce soit des possibilités de passer de l'informel à la formalisation, que ce soit un colloque qui nous permette justement de proposer à la fin, dans le rapport, quelques pistes de solutions qui puissent quelque part être soumises aux décideurs, et qui pourraient servir dans l'élaboration des politiques publiques en faveur de la population. Le colloque vise à documenter et analyser les mutations des trajectoires sociales des citadins en Afrique engagés dans les économies informelles numériques. C'est surtout pour aider les acteurs de l'économie informelle à avoir accès aux 4 piliers du travail décent. Et pour nous, ce colloque-là est une opportunité pour voir justement comment est-ce que le numérique et le digital peuvent aider à faciliter cette transition-là. Il y a tout un nombre d'acteurs que vous connaissez, dans vos entourages également, qui ont des économies informelles, digitalisées, mais dont on ne parle absolument pas. Pourtant, c'est ce qui fait vivre nos villes actuellement, c'est comme ça que la valeur se crée. Et donc je pense que oui, dans un premier temps, il est important vraiment de documenter et de également mettre en relation l'ensemble de ces acteurs, que les milieux ministériels, que le milieu des organisations internationales, que les chercheurs, ensemble, puissent déjà partager leurs perspectives et leurs points de vue. Prévue du 14 au 16 mai, cette rencontre internationale vise à susciter un cadre de discussion sur les transformations des trajectoires sociales des citadins en Afrique à l'ère de la digitalisation des économies informelles. Le 9e congrès extraordinaire du PDCI-RDA a livré ses conclusions quelques instants avant ce journal. Cheikh Tidiane Thiam est réélu à la tête du vieux parti avec 99,77% des voix. Une décision qui intervient juste 3 jours après l'annonce de sa démission et surtout à la veille de la probable décision de justice dans l'affaire qui l'oppose à Valérie Yapo. Cette militante demande la destitution de Tidiane Thiam, selon elle, élue lors du 8e congrès en 2023 de façon irrégulière. La décision de justice pourra-t-elle toujours s'appliquer au président du PDCI-RDA après cette réélection? C'est la question que l'on se pose au sein de l'opposition.
L'opposition, d'ailleurs dirigée par Tidjane Thiam, multiplie les actions pour un scrutin apaisé. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire a rencontré le Conseil national des droits de l'homme ce mercredi 14 mai. Il était question d'échanger sur cette question préoccupante. Nadia Eidja, Chèque Bleu. Une élection présidentielle apaisée, c'est le principal objectif de cette visite de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPSI, au Conseil national des droits de l'homme, CNDH. À la tête de la délégation, Daniel Boni-Claverie a exprimé les préoccupations de la coalition alors que le scrutin devant permettre d'élire le futur président de la République se rapproche à grands pas. Nous tenions vraiment à faire connaître à Madame la Présidente et à tous ses collaborateurs quelle était cette coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, quels étaient nos objectifs, quel était notre état d'esprit. Attentive aux préoccupations et recommandations du CAPSI, la présidente du CNDH s'est engagée à faire le plaidoyer. Au cours de cette rencontre, nous avons fait meilleure connaissance avec cette coalition. Nous avons pris bonne note des points évoqués, des points de préoccupation qui seront traités, évidemment, et remontés à l'autorité afin que des solutions soient trouvées. Nous avons également pris bonne note des recommandations faites par la coalition également. Formée le 10 mars 2025, cette coalition regroupe plusieurs figures de l'opposition, notamment Simone Eivé, Pascal Afin-Guessant, Charles Blégoudet, Tidjane Thiam. Parmi les revendications, on note la réforme de la CEI et la réinscription des leaders politiques radiés sur la liste électorale. La Banque d'Abidjan a fêté mardi à Abidjan ses 10 années d'existence. À cette occasion, elle a dévoilé une nouvelle identité et devient donc désormais Africa Bank Côte d'Ivoire. Un changement de nom qui marque une transformation stratégique et profonde et qui est le fruit d'une décennie de croissance selon ses premiers responsables. Le récit de Salif Yalekwe est Tanguy Konan. La Banque d'Abidjan devient Africa Bank Côte d'Ivoire. La nouvelle dénomination a été dévoilée mercredi lors des 10 ans de l'institution bancaire, célébrée à son siège au Plateau. À cette tribune, les premiers responsables ont mis en exergue le parcours de la banque. Désormais, nous nous appelons Africa Bank. Africa, pourquoi? Parce que nous comptons nous déployer sur le continent. Nous avons de fortes ambitions depuis des années et nous voulons consolider tous ces acquis, toutes ces expériences individuelles que nous avons eues dans différents pays. Et aujourd'hui, nous voulons avoir une marque unique pour pouvoir mieux servir nos clients à travers le continent. Nous avons un premier projet qui démarre aujourd'hui, donc qui est le WhatsApp Banking. Donc c'est la possibilité de faire tout ce qu'aujourd'hui nous faisons sur les applis mobiles traditionnelles. Nous avons développé une technologie qui nous permettrait de le faire sur le WhatsApp. Nous sommes une banque très portée sur les innovations digitales. Nous sommes la banque partenaire de nombreuses fintech et de SFD parce que nous apportons cette solution bancaire que les SFD et les fintech n'avaient pas encore réussi à avoir. Un engagement dans le secteur bancaire salué par les autorités ivoiriennes. Le gouvernement poursuit ses efforts en accélérant l'éducation financière des populations ainsi que l'inclusion financière, en renforçant le marché des capitaux par l'appui à la dynamisation du marché boursier et en encourageant la création des fonds d'investissement. La promotion des produits innovants tels que les obligations vertes et la digitalisation des services financiers via les fintech continuera d'être une priorité afin d'adresser efficacement tous les défis liés au développement du secteur financier. Créé en 2015 à Dakar, le groupe Africa a rapidement déployé ses activités à Conakry, Bamako et Abidjan. Elle a débuté ses activités à Abidjan en 2017. La semaine africaine de la vaccination, couplée à une campagne de supplémentation en vitamine A, est officiellement lancée depuis ce matin. Une initiative d'envergure destinée à renforcer la prévention des maladies infantiles. Elle est placée sous l'égide du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Faltia Koulibaly, Tanguy Konan.
C'était au centre de santé urbain de Yopougon-Est que le lancement de la semaine africaine de vaccination, couplé à la supplémentation en vitamine A, s'est tenu. Le site a vu affluer de nombreuses femmes tenant leurs enfants dans les bras, venues leur assurer une protection contre les maladies évitables par la vaccination. Une atmosphère empreinte d'espoir et de responsabilité maternelle. Lors de cette cérémonie, le directeur général de la santé a souligné l'objectif majeur de cette campagne. Dans tous nos centres de santé, nous avons la capacité de vacciner les enfants. Mais malheureusement, il y a des enfants qu'on n'arrive pas à joindre durant ces moments-là. Ce qu'on appelle chez nous les occasions manquées. Donc, la campagne a pour objet de rattraper tous ces enfants-là. Il a également tenu à délivrer un message fort concernant l'importance de se faire vacciner. J'encourage toute la population de santé, parce qu'on est à santé, toute la population de Yopougon et toute la population de la Côte d'Ivoire à adhérer à ces campagnes de vaccination qui ont pour objet essentiel de rattraper nos enfants et faire en sorte que nos enfants soient complètement vaccinés afin d'éviter les maladies. Selon les données de l'enquête démographique et de santé de 2024, la Côte d'Ivoire a enregistré une baisse notable de la mortalité infantile, avec un taux estimé à 52 décès pour 1000 naissances vivantes, contre 108 pour 1000 en 2011. Cette amélioration reflète les efforts soutenus du pays en matière de vaccination et de santé publique. Puisque nous parlons de santé, les journalistes et les acteurs de médias sont désormais au premier rang dans la lutte contre la fistule obstétricale, encore appelée maladie de la honte. Il s'agit d'une blessure à l'accouchement qui résulte d'un travail prolongé et maltraité. Dans notre pays, ce sont environ 500 femmes qui sont diagnostiquées tous les ans de cette pathologie, d'où la nécessité d'en faire une large diffusion et une meilleure sensibilisation, comme nous le montrent Moussa Nikiema et Joseph Zécré. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 500 femmes atteintes de fistule obstétricale qui sont diagnostiquées chaque année. Connue sous le nom de la maladie de la honte, il s'agit d'une blessure de l'accouchement qui résulte d'un travail prolongé et maltraité. Pour lutter contre ce mal, une campagne régionale est lancée dans le cadre de la 2e édition de la conférence Sud-Sud et triangulaire sur la fistule obstétricale. Il s'agit de sensibiliser la communauté sur cette maladie qui n'est pas bien connue. Et ensuite, amener les populations à adopter des comportements favorables qui permettent aux femmes enceintes de pouvoir bénéficier d'un suivi de la grossesse, mais surtout aussi l'assistance qualifiée à l'accouchement. La première, c'est vraiment la mission opératoire qui vise à opérer du 12 au 20 mai au minimum 150 femmes souffrant de fistule obstétricale, cas simples comme des cas complexes. La deuxième composante, c'est la rencontre régionale de partage d'expérience sur la prise en charge de la fistule obstétricale en routine. Et l'autre élément, c'est vraiment créer un mouvement au niveau régional qu'on appelle une communauté de pratique sur la fistule obstétricale pour conjuguer les efforts, les expertises à l'échelle régionale pour accélérer les progrès vers l'élimination. Et pour plus d'impact, la campagne engage désormais dans ses rangs les acteurs de la presse nationale et régionale. Elle symbolise notre engagement renouvelé. Et cette campagne ne sera pas seulement un moment technique ni médical, elle sera surtout un cri collectif d'indignation, un appel à l'action pour mettre fin à l'injustice silencieuse que constitue la fistule obstétricale en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. C'est par vos plumes, vos caméras, vos micros que la voix des survivantes sera entendue et que l'action collective deviendra possible. Cette rencontre avec les acteurs des médias vise à engager la presse comme partenaire de la campagne en leur fournissant une compréhension approfondie des enjeux sanitaires, humains et sociaux liés à la fistule obstétricale afin d'en faire une large diffusion. Dans un tout autre chapitre, une plateforme numérique innovante dédiée au renforcement des capacités des travailleurs sociaux en santé mentale et soutien psychosocial a été lancée mardi. Avec le soutien de l'UNICEF, cette initiative marque une avancée majeure dans la professionnalisation et la montée en compétences des acteurs engagés dans le bien-être psychologique des populations. L'événement s'est tenu au sein de l'Institut national de formation sociale et c'était sous le regard de Faltia Koulibaly et Chèque Bleu.
C'est en présence des étudiants de l'Institut national de formation sociale, INFS, ainsi que de nombreux acteurs du secteur de la santé, de l'éducation et de plusieurs ministères partenaires, que la plateforme numérique Moodle a été officiellement lancée au sein de l'INFS. Ce nouvel outil, conçu pour le renforcement des capacités en santé mentale et soutien psychosocial, représente une avancée significative dans la formation des travailleurs sociaux. Ça va renforcer les capacités des travailleurs sociaux. Ça va nous permettre d'avoir de nouveaux outils beaucoup plus adaptés à la prise en charge en matière de santé mentale. Les différents travailleurs sociaux s'inscrivent dans les 2 ministères. Ils nous envoient la liste et nous, on transmet cette liste-là à e-santé. E-santé génère des codes et lorsque le travailleur social s'inscrit en ligne, on lui donne son code et c'est avec ce code-là qu'il rentre sur la plateforme. Il fait sa formation. Après l'évaluation finale, on lui décerne un certificat. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de trouver une solution aux problèmes sociaux qui se posent à toute la population. Et les problèmes sociaux, je vous l'ai dit, ça concerne toutes les couches de la population. Avec cette plateforme, la Côte d'Ivoire franchit un nouveau cap dans la professionnalisation de ses travailleurs sociaux, plaçant la santé mentale et le soutien psychosocial au cœur des priorités de développement humain. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières, les premières indemnisations de victimes du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry ont eu lieu à l'occasion d'une cérémonie organisée mardi 13 mai dans la capitale guinéenne. Le 26 mars dernier, les autorités avaient décrété que les sommes seraient prélevées directement sur le budget de l'État. Les coupables, vous le verrez, étant dans l'incapacité de régler les réparations auxquelles ils ont été condamnés. Les précisions de Pierre Dipomela. Les autorités guinéennes ont commencé l'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009 qui avait fait au moins 156 morts et des centaines de blessés à Conakry durant un rassemblement de l'opposition à l'ancien chef d'État, Dadis Camara. Sur les 334 victimes qui doivent recevoir des indemnisations, 9 ont déjà reçu un chèque qui va de 200 millions à 1,5 milliard de francs guinéens, a annoncé le ministère de la Justice. Au total, la junte au pouvoir avait annoncé avoir débloqué 119 milliards de francs guinéens pour financer l'indemnisation des victimes. Si la présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre, Asmaou Diallo, fait part de son soulagement devant cette volonté d'indemnisation des victimes par le pouvoir public, la grâce accordée à Moussa Dadis Camara, condamné pour crime contre l'humanité, suscite néanmoins la consternation de l'opposition et d'une partie de la société civile. Le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées par balle, au couteau, à la machette ou à la baïonnette, et des centaines d'autres blessés dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade à Conakry et ses environs, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Au moins 109 femmes avaient été violées. Les exactions, dont les chiffres réels sont probablement plus élevés, ont continué plusieurs jours contre des femmes séquestrées et des détenus torturés durant ce qui est considéré comme l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain 19h50, Mélina Makissi sera aux commandes de votre journal. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.